Pour vous aider à vous faire votre opinion sur l'actualité. Avec ce soir, Elisabeth Lévy, rédactrice en chef de Causeur, bonsoir. Bonsoir. Anne Rosencher, directrice adjointe de la rédaction de Marianne, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Je n'oublie pas Romain Renner pour les réseaux sociaux de RTL.fr. Premier sujet ce soir, la colère des policiers. C'est une sorte de nuit debout qui ne dit pas son nom pour la 4e nuit consécutive. Ils étaient encore nombreux à manifester la nuit dernière, 800 à Lyon, 500 à Paris, au Trocadéro, mais aussi à Bordeaux, Bobigny, Évry, Toulouse, Carcassonne, Montpellier ou Brest. Des policiers qui n'en peuvent plus du manque de moyens et qui dénoncent, j'allais dire une fois de plus, le laxisme de certains magistrats. Alors d'abord, Romain Renner, réseaux sociaux, qu'en disent-ils? Mais les avis sont très partagés sur cette affaire. Jacques, par exemple, ne comprend pas comment on peut ne pas être du côté de la police. Ils peuvent se faire incendier par des sauvageons, mais n'ont pas le droit de manifester pour réclamer plus de sécurité pour accomplir leur mission. Il est temps que Hollande cesse de nier la réalité. Skinjeta s'insurge contre les menaces de sanctions que certains ont brandies contre les policiers manifestants. Bravo la police, dit-il. Ceux à qui ça déplaît n'ont qu'à aller faire leur boulot à leur place avant de la ramener. Kelbotan se désole que les policiers soient, selon lui, des hors-la-loi. Reprenez-vous, leur dit un autre internaute. Karl craint, lui, des débordements. Ce genre de manif sauvage est complètement délirant. Imaginez que l'armée fasse de même avec des FAMAS. Et Régulus va encore plus loin. Les policiers manifestent en se cachant le visage. Ils ne font pas mieux que les voyous. Voilà pour les réseaux sociaux. Mesdames, messieurs, question simple pour démarrer. Flic contre magistrat, c'est un grand classique? Oui, c'est un grand classique, mais là on n'a pas que ça. C'est un grand classique comme les pilotes et les mécaniciens en quelque sorte. Les gendarmes et les voleurs. Mais d'abord, je pense que là les policiers ont des raisons d'être furax à propos de la justice, parce que ce qui s'est passé, Madame Taubira avait été très claire. Elle est arrivée, pas de prison pour les primo-délinquants et surtout le moins de prison possible. La seule primo-délinquante qui a eu le droit à la prison ferme, qui n'a pas été exécutée, c'est celle qui l'avait traité de guenon. Elle a eu le droit à 8 mois fermés. Sinon, Madame Taubira est arrivée, elle a dit ça. Je ne sais pas si après son départ, on avait dit que tout allait changer. Ils ont attendu très longtemps pour annoncer la construction de nouvelles places de prison. Je ne sais pas si des instructions ont été données au JAP, etc. Mais la vérité, c'est que il voit effectivement très souvent revenir. Hier, Urvoas dans Le Monde disait mais comment les flics n'ont aucun moyen de savoir ce qui se passe pour les gens qu'ils ont arrêtés, sauf quand ils les revoient justement. Mais il me semble qu'il y a autre chose. Ça, c'est un vieux classique. Ce qui se passe là, c'est quand même beaucoup plus grave. C'est un peu la fin des haricots, si vous voulez. Il y a ce qui restait d'autorité présidentielle et peut-être le dernier atome d'autorité présidentielle qui avait résisté au Davé et l'homme. Il ne résistera pas à ces images. Moi, cette image qu'on a vue, c'était sur les Champs-Élysées, il me semble. On les voit effectivement. Oui, de dos face à l'Arc de Triomphe. Mais moi, je comprends complètement. Je suis totalement avec la police dans cette affaire et je trouve, si vous voulez, toutes ces arguties autour de est-ce qu'ils votent FN ou pas FN. On va y revenir à ça. C'est leurs oignons quand même. C'est pas. On va les punir aussi parce qu'ils votent FN. Francis. Anne Rosencher, Marianne. Oui, ce qui se passe est assez grave en effet, et on aurait pu s'y attendre. Quand le patron de la police avait dit qu'il s'attendait à ce qu'il puisse y avoir des guerres civiles en France, une guerre civile, on avait un petit peu enquêté là-dessus. Et ce que nous avaient raconté les préfets et les policiers, c'était en vérité les risques. Il était plutôt d'un nouveau émeute 2005 en France. C'est-à-dire que les policiers n'en peuvent plus. Ils sont envoyés un peu comme de la chair à guet-apens dans certains quartiers où la loi de la République parfois a du mal à se faire entendre. Et donc ils sont à bout de nerfs. On peut les comprendre. Vous parliez tout à l'heure de nuit debout des policiers. Faites attention, nuit debout, ils se sont aussi fait un peu taper dessus. Alors non, et certains vous diront c'était eux qui répondaient par la matraque, etc. Mais il y avait quand même cet affrontement un petit peu traditionnel des gauchistes, on va dire, ou des nouveaux gauchistes contre les policiers. C'était pas seulement traditionnel, c'était, excusez-moi, beaucoup plus violent. On est passé assez loin de la tradition gauchiste maintenant. On a quand même des gens qui essayent de faire cramer des policiers. Moi, Elisabeth, ça faisait penser, vous vous souvenez, Pasolini qui est quand même un... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça faisait penser à Pasolini. Vous vous souvenez ce que disait Pasolini quand que les fils de bourgeois n'étaient pas du côté de la police. Je l'ai même noté. Les garçons policiers que par pur vandalisme de fils à papa vous avez tabassé appartiennent à l'autre classe sociale. Ce sont eux les fils de pauvres. Bien sûr, et il disait que les fils ils en ont un peu marre de se faire taper dessus. Que les enfants du peuple étaient dans la police. Voilà, et on les comprend. Juste un mot, Mohamed Merah, 18 condamnations.
Non mais je vous donne juste un exemple parce que c'est celui qui me revient maintenant. 18 condamnations. Comment un type qui a 18 condamnations peut encore être dans un logement social et ceci et cela et pouvoir faire ce qu'il a fait? C'est ça que les flics se demandent. Oui, juste pour revenir sur la querelle, effectivement, policier-magistrat, elle est d'abord dans l'interprétation de la loi, c'est-à-dire que le sentiment chez le policier que les magistrats, effectivement, en supprimant la peine planchée pour rébellion contre l'autorité policière, etc., ça n'est pas bon. Mais même dans la loi, est-ce que vous savez que l'outrage à magistrat est puni d'une peine double à celle de outrage à un dépositaire de l'autorité publique, c'est-à-dire 1 an de prison, 15 000 € d'amende pour un outrage à magistrat, et qui est encore plus important lorsqu'il est au sein d'une cour, alors que c'est la moitié moins pour un policier. Et ça, c'est la peine encourue. C'est-à-dire qu'en plus, quand la peine est prononcée, généralement, elle est encore augmentée quand c'est outrage à magistrat. Donc c'est vrai que, formellement, techniquement, les policiers ont raison de considérer d'avoir le sentiment qu'ils sont défavorisés par rapport à la justice, sans parler du laxisme de Madame Taubira. Mais il y a autre chose dans cette affaire aussi. C'est aussi la façon dont le gouvernement et M. Cambadélis traite les policiers. Les traités de hors-la-loi, c'est une honte. Quand Urvoas dit, effectivement, comme l'a dit Elisabeth, aux policiers, ils ne savent pas, ils sont pas bien informés, ils savent pas très bien ce que deviennent les délinquants. Non seulement ils les voient, mais ils ont tout à fait, et la plupart d'entre eux le font, lorsqu'ils ont interpellé quelqu'un, après ils essaient de savoir la peine qu'a subi la personne. Effectivement, ils s'intéressent. Et la troisième chose que je veux dire, je voulais terminer par là, c'est que dans cette affaire, il y a aussi une rébellion qu'on ne voit pas des policiers de terrain contre leur hiérarchie. Ah oui, ça c'est vrai. Si, ça c'est très important. Ça s'entend, c'est Et vrai. on dit pas assez. Et peut-être contre les syndicats également, qui ne les soutiennent pas. C'est en tout cas c'est ce qu'on entend. Mais contre la hiérarchie, pourquoi? Parce que souvent les policiers, leur hiérarchie, quand les policiers reviennent en disant, ça y est, il y a eu insubordination, etc. Leur cadre leur dit, mais attendez, ça fait 4 fois que vous nous dites qu'il y a une insubordination. C'est pas vous qui provoquez les délinquants par hasard, parce que c'était toujours vous qui vous plaignez. Et ça, ils ne le supportent pas. Ils ont bien raison, parce qu'effectivement, il faut voir ce qu'ils subissent au quotidien. Pas seulement des violences comme les cocktails Molotov, mais aussi des petits harcèlements. Et ils ne peuvent rien contre cela. Donc, ils demandent des moyens techniques pour pouvoir répondre à ces agressions. Juste pour qu'il n'y ait pas une unanimité comme ça anti-magistrat, il y a quand même des magistrats qui font leur boulot. La magistrature est-ce qu'ils sont déconnectés de la réalité, puisque c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent. Mais pas tous, je dirais. Si vous suivez des magistrats. Ah, vous dites comme Hollande alors? C'est exactement comme Hollande. Je dis pas trouillarde. Je dirais que c'est une corporation qui a tendance à aller dans le sens du vent. Donc ils ne se rebellent pas effectivement contre les instructions qu'on leur donne. Quand on leur dit, si vous voulez par exemple, un des scandales de la magistrature, c'est les juges d'application des peines. C'est probablement qu'ils n'ont pas de moyens. Ils voient arriver des dossiers. Ils savent pas du tout, ils connaissent pas le pédigré du type. Eux, on leur dit de faire du chiffre, qu'il faut libérer des places en prison, un peu comme à l'hôpital maintenant. Il y a une surpopulation en prison quand même. Donc, mais enfin, la solution n'est pas le problème en fait, c'est que depuis très longtemps, on a renoncé souvent à faire exécuter les petites peines. Or, c'est bien ceux qui sont condamnés à des petites peines, c'est souvent ceux qui pourrissent quand même beaucoup. C'est pas les gros trafiquants qui vont enquiquiner les flics ou qui vont les harceler, faire ce dont Jean-Christophe parlait. C'est tout un tas de petits délinquants. Boer dit souvent il répète souvent un chiffre qui moi me frappe à chaque fois, ça me rend dingue. C'est que 50% des crimes et délits sont commis par 5% des délinquants. Ça veut dire que vous allez dans une cité, dans n'importe quoi, dans un endroit un peu sensible, vous chopez, je veux dire, les 10, les 20, les 30, les 200, d'accord, mais si vous les faites ressortir le lendemain, pardon. Répondez-moi juste à une question rapide, parce qu'on arrive malheureusement à la première pause. Est-ce que c'est un bon symbole, quand on parle du retour de l'autorité, que 2 entités comme la police et les justices, face à tous ces jeunes, se tapent dessus? On a besoin de répondre à cette question. Il me semble que la réponse est dans la question. Bon, non, c'est sûr que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que l'autorité et la République tremblent un peu sur ses piliers. C'est vrai que il faut pas mélanger tous les débats. Bien sûr qu'il peut y avoir des débats. Je les ai vus ressurgir sur le contrôle aux faciès, etc. Mais les policiers sont quand même ceux qui garantissent la sécurité et leur public. Et il faut pas l'oublier. Ça n'est pas la rigolade. Moi, pour la première fois, je pense que c'est vraiment grave et que s'il se passe un truc. Vraiment, si un truc explose quelque part, il y a des bounas, ce que vous voulez, une histoire, un type une course qui part en vrille, pardon, ça risque d'être grave. Je voulais juste me demander si, quand ils vont se voir, là, les policiers et le gouvernement, s'ils allaient dire aussi, si les policiers allaient dire au gouvernement que les magistrats étaient des lâches.
On verra, on aura peut-être des infos à la sortie de l'entretien. Il est 19h30 sur RTL, petite pause dans un instant confirmé depuis 18h. C'est bien lundi matin que va débuter à Calais l'évacuation de la jungle, cet espace qu'on qualifie souvent de plus grand bidonville de France, 6 à 8 000 personnes en situation régulière ou irrégulière qui attendent de passer en Angleterre. Cette évacuation va-t-elle se passer dans le calme? On verra bien. En tout cas, les associations s'y opposent et ceux qu'on appelle les no-borders ont déjà promis de tout faire pour les empêcher. Romain Renner, un mot des réseaux sociaux sur cette évacuation de Calais programmée? Eh bien, les mots des internautes sont très durs concernant la situation actuelle à Calais, mais plus que la jungle elle-même, c'est la gestion par le gouvernement de cette affaire qui pose problème. Selon Diwan, le démantèlement de Sangatte a mené à la création de la jungle, le démantèlement de la jungle a mené au centre de Calais, l'évacuation du camp a mené à la formation d'une deuxième jungle. Que croyez-vous qui va se passer maintenant? Indigo évoque lui un démantèlement aussi effrayant qu'inutile. Il s'inquiète du décimement des clandestins sur le territoire national. Il crée l'angoisse et la peur chez les habitants qui craignent pour leurs enfants. Une autre personne s'interroge également à propos de l'avenir des habitants de la jungle. Où vont-ils être envoyés? Et un internaute disait de beaucoup d'ironie. Et Notre-Dame-des-Landes, c'est pour quand? Ah oui, petit avant-goût. Anne Rosencher, Marianne, cette évacuation programmée lundi matin. À court terme, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour tout le monde. D'abord pour les habitants de cette jungle qui vivaient dans des conditions, les ONG disaient que c'était des conditions dignes de zones de guerre, où le minimum de l'hygiène et de la sécurité n'était pas garanti. La sécurité d'ailleurs, je vous signale qu'il y a quand même une interprète qui a été violée dans la nuit de lundi à mardi. C'était vraiment des conditions très difficile. Et puis, donc j'espère qu'ils vont avoir un destin un peu plus humain là où ils vont aller. Et par ailleurs, pour les Calaisiens, il faut quand même un peu saluer les Calaisiens qui sont quand même une population extrêmement philosophe, résiliente. Non, mais honnêtement, les reportages. Ils pourraient être beaucoup plus énervés que ça. Franchement, ils ont été. C'était dur pour eux. On parle des questions de sécurité, peut-être même parfois on en a fait trop, mais même dans le quotidien, moi j'avais été marquée par cette femme qui racontait que à Cité Europe, avant il y avait un endroit boisé où on pouvait se promener et aller faire son footing. Et comme c'était un endroit où se cachaient les migrants pour essayer de passer en Angleterre et d'aller dans le tunnel, l'État avait tout rasé. Donc même dans le paysage, si vous voulez, de ces gens, c'est un beau lieu, Calais. Faut quand même pas oublier que c'est une belle région de France. Et ben ça avait changé quelque chose. Un jour, il était tellement harcelé par les médias après que les autres ont compris qu'il valait mieux pas. Pardon, j'ai pas compris. Un jour, on a vu quelqu'un s'énerver. Il faut dire que c'était sacrément énervé. Ça faisait énervé contre les migrants. Et il avait eu sa part de. Il avait pris cher. Il avait pris cher. D'accord. On avait Natacha Bouchard, la maire de Calais, tout à l'heure en ligne, qui nous disait qu'elle craignait vraiment des affrontements là dans les heures qui viennent parce que c'est-à-dire des affrontements pour échapper à la. Soit avec les no-borders, soit à l'intérieur du camp avec ceux qui voudraient partir, parce que elle n'admet pas qu'on ait communiqué avant sur cette évacuation. Qu'est-ce que vous en pensez? Fallait communiquer? Fallait le dire avant? Fallait pas? Le gouvernement communique pour essayer de se donner bonne conscience dans cette affaire en disant en disant qu'ils vont agir avec le maximum d'humanisme possible, notamment pour pas qu'il y ait une bousculade, pour que les enfants soient pris en charge, pour se donner une bonne conscience, parce que la vérité, c'est effectivement, c'est que ça a été très mal géré depuis le début. Mais pour faire un tout petit rapprochement avec la fin du sujet précédent, ce que je voulais dire, c'est les conditions qui aujourd'hui en France ont tellement changé pour la police, c'est-à-dire que les agressions sont 10 fois plus violentes qu'autrefois, c'est ça qui a changé et la loi devrait suivre ça. C'est pour ça le débat sur la légitime défense est tout à fait opportun, parce que la violence des délinquants est beaucoup plus supérieure. Et là, c'est la même chose. Sangatte, dans les années 2000, c'était gérable ce qui se passait notamment à Sangatte dans la région. C'est-à-dire que il y avait quelques centaines de migrants qui rêvaient d'aller en Angleterre. Il y avait 1 ou 2 compagnies de policiers de CRS qui allaient là-bas. C'était gérable. Ce qui n'était plus gérable, c'est à partir de 2014, à partir de 2012, des révolutions arabes et du grand flux migratoire qui est arrivé, où là, ça s'est compté par milliers de personnes. Et là, le gouvernement n'a pas pris des décisions qui allaient avec cette explosion démographique locale de migrants qui arrivaient de tout pays. Et comme avant, on n'a pas fait le tri, on n'a pas fait le choix, on n'a pas agi lorsqu'il y avait des mandats d'expulsion sur cette nouvelle zone, on les a pas expulsés. Lorsqu'il y avait des demandes d'asile qui étaient déboutées, on n'a pas expulsé les gens qui devaient l'être, et notamment les migrants économiques qui n'avaient pas à venir en France. Moyennant quoi, ceux qui venaient avec légitimité fuir des guerres au Moyen-Orient, en Afghanistan, etc., en Érythrée, au Soudan, ils sont rajoutés aux précédents. C'est ça qui fait masse. Mais si on avait géré le problème avant, en expulsant les gens qui devaient être expulsés et que la loi française avait prévu d'expulser, on n'aurait pas cette masse aujourd'hui de milliers et de milliers de migrants qu'on ne sait plus comment gérer et qui va être géré dans une forme de violence. Attendez, pardon, vous voulez dire que tous ceux qui sont encore à Calais, ce ne sont pas seulement des gens qui attendent de voir leur dossier examiné, mais plein de gens qui ont déjà été déboutés? Bien sûr. Bon,
J'arrête de parler, ça me paraît quoi tellement dingue. Non, excusez-moi, je pensais qu'il y avait essentiellement des demandeurs d'asile. Essentiellement, bien sûr, Donc, mais pas que. Mais par ailleurs, il me semble, moi, honnêtement, si vous voulez, le problème de Calais, c'est un problème insoluble tout seul en quelque sorte, parce que c'est pas un problème de stock. C'est un problème de flux. Et donc, tant que vous arrêterez pas les flux ou tant que vous les traiterez pas plus vite, je vois pas comment vous empêcherez la formation de nouvelles jungles un peu partout, et notamment place Stalingrad à Paris. Il paraît qu'ils flippent tous, y compris les associations, etc., parce qu'ils savent que de Calais, il y a des gens qui vont revenir. Mais surtout, comme tous ces gens veulent aller en Angleterre, c'est toujours la même histoire, et que nous avons gracieusement accepté de garder la frontière des Anglais. C'est pas sûr. Non, c'est pas Alors gracieusement, si quelqu'un est informé à cette table de ce que nous avons obtenu en échange, je serais contente de l'apprendre, parce que moi je ne le sais sérieusement pas. Je ne sais pas ce qui a été négocié au Touquet, je ne sais pas pourquoi nous avons accepté cette chose idiote. Alors évidemment, nous on a toute notre police là à Calais pour garder les frontières de l'Angleterre, et eux, ils ont 2 personnes qui doivent être, je suppose, à Douvres pour garder une frontière que personne ne veut franchir, puisque personne ne veut la franchir dans ce sens-là. La renégociation des accords de Calais, tout le monde en parle, comme si c'est du Touquet, pardon. Ça passe forcément par ça, la sûr, parce solution. qu'encore une fois, c'est pas les mêmes quantités. Mais Il s'est passé évidemment. des choses depuis On 4 fait ou de la 5 police ans pour dans le monde. Alors, l'Angleterre. celui qui en parle de plus, c'est quand même celui qui les avait signés, à savoir Voilà, Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Non mais c'est vrai, mais on garde la frontière pour l'Angleterre pour l'instant. Et par ailleurs, vous avez remarqué ce qu'a fait la Belgique. Aujourd'hui. Ils ont rajouté les policiers. Non, ils ont fermé la frontière. Ils ont en gros fermé leurs frontières. Donc il me semble que si on fait comme dit Jean-Christophe, qui dit en gros, il faut qu'on puisse faire le tri dans ceux qui arrivent, c'est-à-dire expulser les migrants économiques et garder ceux qui relèvent du droit d'asile. Si on doit faire ça, il me semble qu'on n'est pas parti pour. La question juste, c'est pas que la renégociation avec des accords du Touquet. Il va falloir le faire en effet, mais il y a aussi le défi incroyable lancé à l'Europe de ses frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on laisse faire pour l'instant ce qui est en train de se faire, ça va être de la gestion au cas par cas, des constructions de murs, et l'explosion de la zone Schengen. Donc c'est le défi européen, enfin c'est un des défis européens, et l'Europe doit se reconstruire avec ça, ou alors elle en mourra. Ou pas se reconstruire. Et puis quel message envoie-t-on? On n'en mourra pas, nous, vous savez. Je pense que quand même on sera plus fort. Quel message envoie-t-on lundi en relocalisant dans toute la France, dans plusieurs endroits, les migrants? Quel message envoie-t-on aux autres futurs migrants? Le gouvernement dit c'est pour les accueillir dans de meilleures conditions. Oui, donc d'autres viendront en disant on est accueillis dans des très bonnes conditions en France. Non, je suis pas sûr que ce soit le destin qu'ils souhaitent avoir forcément. D'ailleurs, ils veulent rejoindre l'Angleterre, ceux-là, sinon ils seraient allés ailleurs. Donc, sauf si on leur fait des formidables conditions dans tous les. Moi, ce qui me choque aussi dans cette affaire, vous êtes sûr que c'est des conditions formidables, des conditions en tout cas beaucoup plus acceptables que cette jungle épouvantable de Calais qui va effectivement se reformer à Gravelines ou à Boulogne-sur-Mer ou à Vissant dans quelques semaines. Simplement aussi, il n'y a pas eu de concertation. C'est-à-dire que les régions, les mairies, les départements n'ont pas été tous forcément informés qu'on allait leur envoyer des migrants. Et ça se les discute. Laisse dans des situations ignobles comme ça, ce sera inhumain comme ça. Ça n'empêche pas. Mais je suis bien d'accord. Ça n'empêche pas la conversation. Ça n'empêche pas d'informer Laurent Wauquiez, par exemple, de lui dire tiens, on a prévu dans votre région de mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut le demander quand même. Et puis quitte à passer outre si la personne dit non. Est-ce qu'à un moment, il va pas falloir se rendre à l'évidence, c'est-à-dire de dire que effectivement, nous n'allons pas réussir à loger tout le monde, tous les gens qui viennent demander l'asile en France dans des conditions merveilleuses, dans du dur, avec etc. Peut-être qu'à un moment, il va falloir se résoudre à faire ce qui se passe dans un paquet de pays, c'est-à-dire des espèces de villages de tentes, mais pas dans ces conditions ignobles. Mais arrêtons de croire. De lieux fermés. Il y a plein de casernes désaffectées. On pourrait très bien mettre les migrants, ensuite traiter leur cas un par un de cette manière. C'est ce que propose Copé d'ailleurs. Et là-dessus, c'est pas idiot. Juste une question. Le fait que le gouvernement, avant l'évacuation de lundi, la dise, on ne veut pas, à partir de lundi, faire le tri, pardon, le mot est horrible, entre les gens en conditions régulières et irrégulières. Faute ou pas? Bien sûr. Tout est dit. On ne veut pas. On ne veut pas. Officiellement, on le fait quand même. Non, si c'était le cas, vous avez entendu parler de beaucoup d'expulsions ces derniers mois, de gens ramenés aux frontières. Parce qu'on dit, la politique de la France, qui est quand même rappelée régulièrement par Manuel Valls ou par François Hollande, c'est que les demandeurs d'asile ont vocation, en effet, à rester. Ça, ce sont des paroles. Et dans les actes, ça ne se passe pas. Non, mais ce qu'on vous dit, on ne veut pas. Je suis pas sûr que les expulsions soient. Non, mais je pense que les expulsions, il y a un certain nombre d'expulsions qui sont prononcées, soit par voie administrative,
possible, soit par voie judiciaire, mais elles ne sont jamais, à peu près jamais exécutées. Il y a moins, en temps normal, avant même la crise des migrants, le chiffre qu'on donnait, c'était qu'à peu près 10% des expulsions en France étaient exécutées. Alors ça va, il y a de la marge. On va marquer une petite pause. Eh bien, une petite phrase qu'il a lâchée mercredi dans Nice Matin va peut-être changer son destin, en tout cas lui faire mordre la poussière quelque temps. En parlant de l'élection américaine, il a évoqué, je cite, la soumission d'Hillary Clinton au lobby sioniste. Aujourd'hui, Jean-Frédéric Poisson a dit qu'il avait été mal compris, qu'il regrettait que ses propos aient pu être interprétés comme de la haine à l'égard du peuple juif ou de l'État d'Israël. Romain Renner, qu'en disent les réseaux sociaux? Alors, les propos de Jean-Frédéric Poisson sur les lobbies sionistes et plus récemment l'annonce de son futur meeting commun avec Robert Ménard amènent les internautes à s'interroger. Selon Pierre, il devrait faire la primaire du FN, enfin si ce parti était démocratique et qu'il y en avait une bien sûr. JB appuie, avec de telles déclarations, petit poisson ne deviendra jamais grand. De très nombreux internautes par contre comprennent le candidat du parti chrétien-démocrate. Selon Bissal, Poisson parle des États-Unis. Tout le monde sait que dans ce pays, les politiques sont soumis à des lobbies puisqu'ils financent leur campagne. Prier considère lui que Jean-Frédéric Poisson est, je cite, le plus honnête de tous et qu'il n'a insulté, agressé ou trompé personne. Un internaute qui se fait appeler Coyote rappelle lui que souligner l'existence d'un lobby sioniste est bien différent de l'antisémitisme. Le sionisme, dit-il, c'est vouloir le grand Israël. Oh. Alors, mesdames, messieurs. Bon, je peux répondre juste au type. Non, le sionisme, c'est pas vouloir le grand Israël. C'est, disons, l'idéologie qui a voulu un projet national pour le peuple juif. Donc, je voulais. Bon, Jean-Frédéric Poisson s'est excusé. Non, il s'est pas excusé. Enfin, il a précisé ses propos. Écoutez, est-ce moi, que c'est irrémédiable? le fait, je voudrais être très clair. On a le droit, à mon sens, de parler d'un lobby sioniste. Ça existe. L'AIPAC est un lobby sioniste. Le CRIF est à la fois un lobby juif puisqu'il défend les intérêts des juifs et un lobby sioniste. Simplement, moi, ce qui me gêne dans la phrase de Poisson, c'est pas les lobbies sionistes, c'est soumission. Parce que on a du mal à ne pas entendre la domination de la juiverie mondiale, même s'il l'a pas dit, même s'il ne le pense pas. Alors moi, juste une chose. D'abord, je trouve ça bizarre son meeting avec Ménard, parce que pour moi, ça évoque. Oui, on précise qu'il va faire un meeting à Paris avec Robert Ménard le mois prochain. Si vous voulez, des courants qui n'existent plus vraiment, qui étaient témoignages chrétiens, des chrétiens qu'on appelait de gauche, mais qui étaient vraiment d'extrême gauche, et ça évoque un peu ça plutôt pour moi comme musique. Mais entre nous, ce que je pense surtout, le type s'est excusé. C'est bon, on va pas aller lyncher un type qui a fait une carrière politique de 3 jours et demi. On l'a connu. Alors pendant le débat, il a eu aussi une phrase qui m'a un peu. Mais ça peut avoir des conséquences sur le. Pendant le débat, il y en a qui veulent pas qu'il participe au deuxième débat de la primaire, par exemple. Elisabeth, moi je pense que c'est quelqu'un qui dérange, et notamment au sein de la primaire de la droite et du centre, parce qu'effectivement, dans le débat, ce qui a frappé les gens, c'est qu'il défendait les 35 heures, c'est qu'il défendait les syndicalistes. On s'est dit, ce type qui est dans le parti Christine Boutin, qui par ailleurs, qui n'aime pas l'Europe de Maastricht, qui n'aime pas le mariage gay, qui est plutôt classé à droite, mais finalement il défendait. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte que, effectivement, cette fracture droite-gauche n'existe plus en France. Et c'est comme Macron qui prétend être ni de droite ni de gauche. Et c'est comme de cette manière certains au Front National qui veulent récupérer un héritage de gauche et de droite. Et Jean-Frédéric Poisson participe de ce mouvement où, effectivement, le critère êtes-vous de droite, êtes-vous de gauche ne fonctionne plus. Effectivement, sa sortie sur le lobby sioniste, la soumission de lobby sioniste, c'est exactement ce que dit Isabelle. Ça ressemble à quelque chose qu'on disait plutôt à l'extrême gauche il y a 30, 40 ans et qu'on dit d'ailleurs toujours aujourd'hui dans certains milieux d'extrême gauche. C'est ça qui est fascinant. Et c'est là où les gens sont perdus. Et à droite, beaucoup seraient ravis de ne pas le voir concourir, parce que même s'il ne pèse que 0,5 à 1% de la primaire droite du centre, chacun a besoin des voix. Donc vous avez dit que si on élimine un concurrent, ça sera pas si mal. Alors, franchement, pour le peu qu'il pèse, vous croyez vraiment? Moi, il y a deux choses qui m'ont choqué dans sa phrase. C'est d'abord, toute la phrase, c'est qu'elle est soumise aux intérêts financiers de Wall Street et au lobby sioniste. Donc d'abord, le rapport des deux, il y a en effet le côté la juiverie qui gouverne la finance mondiale. Voilà. Et puis le lobby sioniste, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Elisabeth dans le sens où sioniste, ça veut dire oui être pour l'État d'Israël, l'existence d'un État d'Israël. S'il veut dire qu'elle aurait des faveurs pour la politique de l'État d'Israël aujourd'hui, qui est une politique plutôt belliqueuse, c'est autre chose qu'il faut dire. Ça n'est pas ce qu'il dit. On va pas faire une interprétation salafiste de ses propos quand même. Non, mais pas salafiste. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que non, mais quand même, quand on est un homme politique, ça compte.
Et je dirais même... Mais l'AIPAC est un lobby sioniste, franchement. Je sais pas, je veux pas faire la clistre, mais je crois que c'est Proust qui avait dit que la communauté d'opinion importe moins que la consanguinité des esprits. Moi, je trouve que dans sa rhétorique, il y a quelque chose qui me glace. Je ne suis pas du tout dans la consanguinité des esprits avec ce monsieur. Sur les opinions, après, je pense que, en revanche, ne lui faisons pas ce cadeau de l'empêcher de débattre du fond. Parce qu'aujourd'hui, faire ce cadeau-là, c'est toujours donner une popularité, un surplus de popularité aux gens, parce qu'on a toujours l'impression que les médias censurent, que les médias, justement, sont à la solde, ne veulent pas débattre, que les hommes politiques jettent des anathèmes. Donc je dis à Monsieur Poisson qu'il y a des arguments à lui opposer, et allons sur le terrain des arguments à lui opposer. Vous savez quoi, on va marquer une toute petite pause parce qu'on a pris du retard et on continue cette discussion dans un instant. Avec Elisabeth Lévy, Anne Rosencher et Jean-Christophe Buisson. Et un dernier sujet qui vous tient beaucoup à cœur, c'est les crèches. On va en parler dans un instant. Je voudrais juste qu'on conclue sur Jean-Frédéric Poisson. Est-ce que vous pensez sérieusement que sa petite phrase va avoir des conséquences sur la primaire à droite? Il reste 2 débats, je le rappelle. Oui. Jean-Christophe Buisson. Encore une fois, il ne nous a pas échappé que ce sont des Nathalie Kosciusko-Morizet, Christian Estrosi, des gens plutôt qui participent à la primaire de droite de près ou de loin, qui ont dénoncé Jean-Frédéric Poisson. On a plus entendu des dénonciations dans ce parti-là de la classe politique qu'à gauche, donc on sent bien qu'il y a un petit espoir qu'on élimine un concurrent, même encore une fois s'il pèse peu, mais moi je pense que ça peut avoir un impact effectivement sur le débat. On en arrive aux crèches, puisqu'apparemment vous vouliez parler de ça ce soir, c'est un des sujets du jour, le rapporteur public... Des crèches de Noël. Des crèches de Noël, bien sûr. Pas des crèches non, pas celle-là. Le rapporteur public du Conseil d'État a préconisé aujourd'hui l'apaisement dans l'histoire des crèches dans les mairies. Elle a estimé que les crèches pouvaient être installées dans ces bâtiments publics, mais sous certaines conditions. En général, il faut dire que le Conseil d'État suit l'avis des rapporteurs. Les réseaux sociaux, Romain Emmener, sur cette question. Eh bien, ce débat autour des crèches de Noël a le don d'énerver une bonne partie des internautes. Ça tourne au cauchemar, dit Fred. La France est encore chez elle. Elle a des coutumes et entend les respecter. Si tu vas à Rome, conduis-toi comme les Romains ou reste chez toi. Une autre personne s'insurge contre ceux qui sont opposés à l'installation des crèches. Que ces gens commencent par refuser les jours fériés religieux accordés par la République, Noël, Pâques, Toussaint, Assomption, Pentecôte, et qu'ils arrêtent de nous gonfler. Bon, alors on va faire court parce qu'il nous reste plus que 2 minutes, il paraît. Donc, alors, Elisabeth, vous voulez conclure? Jean-Christophe, parler les autres d'abord. Anne Rosencher, cette histoire de crèche. Alors moi, je vais faire la laïque de service. Je ne conçois pas qu'on puisse faire du 2 poids 2 mesures. Voilà. Pour moi, le fait que la France ait des racines chrétiennes, ça se discute pas, c'est une lapalissade. Mais simplement, c'est un héritage commun, ça nous matine de plein de choses, des jours fériés, tout ce qu'on veut. Mais ça n'empêche qu'on a voté une loi qui s'appelle la loi de 1905, dans laquelle il est écrit et stipulé que, à l'avenir, il ne faut imposer aucun signe ou emblème religieux dans les emplacements publics, quel que ce soit. Mais c'est cultuel une crèche ou c'est culturel? Mais c'est culturel, bien sûr, c'est le petit Jésus dans sa crèche. Excusez-moi, et je voudrais juste vous dire quelque chose. Mais est-ce que vous avez déjà vu des gens dans des mairies qui prient devant la crèche dans la mairie? Premièrement, c'est une tradition, soi-disant, c'est une tradition très récente. Avant, ça n'existait pas. Ensuite, le général de Gaulle s'était fait lui-même faire une chapelle à l'intérieur de l'Élysée pour que jamais les gens ne le voient prier à l'extérieur. C'était quelqu'un de laïque. On ferait mieux de se souvenir de ce genre de choses. Je ne vois pas comment on pourrait demander une application de la laïcité de combat aujourd'hui si on ne se l'applique pas pour toutes les religions au même titre. C'est ce que je vous dis, ça devient quelque chose de cultuel. Si les gens prient, est-ce que vous avez déjà vu dans une mairie des gens prier devant la crèche qui est dans la mairie? Non, c'est une. Et dans ce que dit le rapporteur, il met des conditions. Il faut que ce soit temporaire, il faut qu'il n'y ait pas de prosélytisme, et il faut que ce soit une manifestation culturelle. Tout va bien. Et vous allez mettre une mezouza et si les gens prient pas dessus, c'est que c'est pas culturel et c'est culturel. Oui, c'est parce qu'ils ne le prennent pas comme un morceau d'église. Cette équivalence ne tient pas. Parce qu'ils ont bien le sentiment qu'il ne s'agit pas d'un morceau d'église, mais qu'il s'agit d'une manifestation du fait que la France est catholique et la République est laïque, comme disait le général de Gaulle. Bon, vous savez quoi, on n'a pas eu assez de temps, malheureusement, pour parler du sujet, mais je vous fais revenir. Mais un tout petit, Elisabeth. Juste que le cas que Gilles Bernheim, dans son livre avec le cardinal Barbarin, Gilles Bernheim disait que quand il étudiait à Jérusalem, il y avait quelque chose qui lui manquait terriblement, c'était le bruit la musique des cloches de Strasbourg, parce qu'il adorait ça et que c'était la France. Et bien pour moi, les crèches, c'est la France simplement. Et la laïcité, c'est la France. Oui, la seule chose, c'est que je crois que le Conseil d'État, en fait, nous défend les crèches pour après nous fourguer toutes sortes d'autres accommodements. Bon, je précise que c'était pas la décision du Conseil d'État. On l'attend, la décision. C'était l'avis du rapporteur. Eh ben, je vous réinviterai parce que vous avez encore beaucoup de choses à dire quand on aura l'avis du Conseil d'État. 19h58 sur RTL.